Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Alors que le sommet du G20 s'est ouvert hier du côté de Bali en Indonésie avec comme axe majeur le conflit russo-ukrainien et notamment les sévices de la crise de ce côté avec leur impact sur le monde. Le président notamment de la République d'Ukraine, Volodymyr Zelensky, par vidéoconférence soulignait que le G20 ne devrait plus avoir lieu pour parler désormais du G19, excluant notamment la Russie, parce que celle-ci, notamment, est la cause de ce qui se vit en Ukraine, mais également aussi en Europe avec les problèmes énergétiques, avant peut-être de tenter de résoudre le pineux problème qui pèse donc sur le continent européen et pratiquement avec son impact dans le monde. Emmanuel Macron, le président de la France, a donc eu un entretien avec le président chinois Xi Jinping, non seulement peut-être pour évoquer quelque peu la coopération bilatérale entre les deux pays, mais davantage, Paris réclame donc la médiation de Pékin dans la résolution de la crise ou du conflit russo-ukrainien, que Xi Jinping devrait demander à Vladimir Poutine de revenir sur la table des négociations. Cette attitude de Macron est-elle une réponse ou tout de même démontre-t-elle qu'il a suivi le message ou sinon l'appel et l'invite à lui faite par le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, qui lui transmettait également les salutations du président russe Vladimir Poutine en lui disant « Give a big hand to my brother Macron », est-ce à dire que nous sommes désormais parvenus à une phase où les Européens sont en laisse pour que la calmie revient autour de cette affaire. Nous allons tenter de comprendre l'attitude du président Macron et du moins les enjeux autour de cette question dans cette édition de votre avis compte du 16 novembre 2022 dont le sujet est sommet du G20. Macron réclame la médiation de Pékin dans la résolution du conflit russo-ukrainien. Bienvenue à toutes et à tous. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Pour parler de cette thématique, nous avons avec nous Claude-Pierre Claver, qui est donc directeur de publication du journal Horizon Nouveau Magazine International, Africa First Crimes News et président de l'AP2A. Il est consultant de plusieurs médias, mais qui se rapproche beaucoup plus de la Russie et de ses partenaires, soit en Russie également, en Iran. On aura certainement au cours de cette émission, avec la grâce notamment des dieux de la téléphonie, Christian Emechunke, qui est spécialiste de gouvernance et des relations internationales. DP, bonjour. Bonjour Florent, bonjour à nos téléspectateurs et téléauditeurs. C'est toujours le même plaisir que je les retrouve dans le cadre de ce programme. Voilà, merci donc à vous. Il y a pratiquement, on va le dire ainsi, près de 72 heures, nous étions sur ce même plateau du Monde dans le cadre de cette même édition et nous parlions notamment du sommet du G20 qui devait s'ouvrir avec l'apaisement des tensions entre... nous parlions, je disais plutôt, de la position du président Umaro Sissoco Embalo lors du sommet de la paix à Paris, où il disait notamment au président Macron l'invitation qui lui était faite de pouvoir jouer soit le rôle de médiateur entre lui, Zelensky et notamment Poutine. Mais aujourd'hui, il y a que Macron va plutôt vers Xi Jinping, qui est notamment l'allié de la Russie faisant partie des BRICS, pour qu'il demande au président Vladimir Poutine de revenir sur la table des négociations. Première observation, pensez-vous que Macron a reçu le message de Vladimir Poutine ou bien qu'il comprend clairement les enjeux qui planent autour de cette question, notamment qui impacte sur la géopolitique mondiale? Oui, je crois que Macron a répondu clairement au message à lui porté par le président Embalo de Poutine. Donc, et maintenant, pour répondre à ce message, il interpelle à son tour
le président chinois Xi Jinping, compte tenu de la proximité de celui-ci avec le président Vladimir Poutine. Il interpelle également de voir si d'intercéder auprès de Poutine pour qu'il revienne sur la table de négociation. Il y a une réalité, une guerre, ça peut durer tout le temps que ça peut durer, mais à la fin on finit par négocier. Ça c'est une certitude. Et puis au regard même de cette guerre, au regard des conséquences de cette guerre sur le quotidien des Européens, je pense qu'on ne nous dit pas tout, mais les conséquences sont énormes au niveau du coût de la vie, du renchissement de la vie, des risques même, des risques de la crise énergétique qui s'abat désormais en Europe alors que nous nous rapprochons, alors que l'hiver se rapproche à grands pas. Je pense que le président Macron semble avoir compris et au lieu de faire la fine bouche, il est obligé de se tourner de son tour vers le président chinois, Xi Jinping, pour renvoyer un message aussi à Poutine afin que soit éventuellement ouverte des négociations pour mettre fin à cette crise. Toujours est-il qu'on est en train de mieux nous accentuer là-dessus, puisque c'était bien sûr ce sujet qui était au cœur de l'ouverture du sommet du côté de Bali, mais davantage pour avoir un regard panoramique sur les enjeux du sommet du G20 du côté de Bali. Je vous propose de suivre ce reportage de la rédaction de Foyo Média Africa. Le sommet du G20, qui se tient du 15 au 16 novembre sur l'île de Bali en Indonésie, réunissant les 20 premières puissances économiques mondiales, est au cœur de nombreux défis. Même si les tensions internationales, ainsi que la guerre en Ukraine, pourraient mettre en mal l'entente espérée. Et même si la guerre en Ukraine n'est pas au menu du sommet, le président russe Vladimir Poutine a décidé de ne pas aller au sommet du G20, officiellement pour des questions d'agenda. Cependant, son absence est tout de même perçue comme une conséquence de son isolement en pleine intervention militaire en Ukraine. Et pour donc le remplacer, son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déjà fait le déplacement à Bali. Rappelons qu'en juillet 2022, Sergueï Lavrov était déjà parti au milieu d'une réunion des chefs de la diplomatie du G20 après des attaques nourries contre l'invasion de l'Ukraine. De son côté, le président ukrainien, dont le pays n'est pas membre du G20, participera au sommet virtuellement à l'invitation de l'Indonésie. Il devrait donc appeler les grandes puissances à renforcer la réponse face à l'invasion de son pays par la Russie. En ce qui concerne l'Union européenne, le chancelier allemand Olaf Scholz, qui dirige la plus grande économie de l'Union européenne, sera sur place, tandis que l'Italie, représentée par la nouvelle présidente du Conseil, Giorgia Meloni, issue d'un mouvement post-fasciste, et l'Espagne de son côté par son Premier ministre, Pedro Sánchez. Outre ces pays, le Canada, l'Australie et le Japon seront représentés par leurs premiers ministres respectifs, Justin Trudeau, Anthony Albanese et Fumio Kishida. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol sera aussi à Bali malgré des tensions avec la Corée du Nord. Concernant les futures pandémies, les grandes économies du G20 ont annoncé un fonds de 1,4 milliard de dollars pour se présenter aux futures pandémies, une somme cependant jugée insuffisante par le pays hôte de la réunion. Lors d'une conférence de presse, le président indonésien Joko Widodo a expliqué que ce fonds, auquel justement participent 24 pays, membres ou non du G20, vise à éviter une pandémie et à s'y préparer. Mais ce n'est pas suffisant, a déclaré Widodo, estimant que 31 milliards de dollars seraient nécessaires.
Voilà, merci donc pour ce reportage qui a donc été élaboré à marge de la tenue du sommet du G20. On y revient pour parler donc notamment de cette médiation de la Chine pour que la Russie s'invite à la table des négociations. On l'a vu de manière très claire, selon bien sûr également des informations tenues sur place. Le sommet a consacré la grande partie au niveau du conflit russo-ukrainien qui impacte sur l'aspect énergétique. Alors, il y a quand même quelque chose qui est donné lorsque la possibilité est donnée au président Zelensky de l'Ukraine pour qu'il puisse notamment s'exprimer sur la question. Il fait de mettre de côté la Russie et parle d'un G19 parce que selon lui, la Russie est à l'origine de tous les problèmes que vivent notamment l'Ukraine, l'Europe et puis les autres pays qui sont reliés par cette affaire. Est-ce que ça n'a pas peut-être joué d'un enjeu pour le cas que Macron intervienne ou tout simplement Volodymyr Zelensky a toujours dans sa posture d'un chef d'État qui tout le temps se voit en train de se plaindre ou bien dire quelque chose lorsque tout le temps la Russie devrait faire partie d'un rendez-vous. Vous savez, Zelensky a été formaté par les Européens, bien entendu les pays de l'OTAN. Et aujourd'hui, nous sommes dans un schéma qui est assez complexe parce que dans sa tête, il tient à avoir sa guerre contre la Russie. Et cette guerre contre la Russie, c'est une guerre qu'il vit un peu comme s'il vivait un scénario de film. Et cela, c'est ce qui explique sa constance dans la recherche d'un affrontement. Un affrontement qui, naturellement, ne peut pas être productif pour l'Ukraine, ni même pour l'Europe occidentale. Mais le véritable problème, c'est que ce sont les pays membres de l'OTAN qui ont donné la grosse tête à Zelensky, et lui ayant donc donné la grosse tête, aujourd'hui, il peut se jouer, et il peut jouer avec ce sentiment de puissance pour mettre à mal les efforts de part et d'autre pour parvenir à une solution négociée. Vous savez, si Zelensky ne recevait pas du matériel militaire, le soutien militaire des pays de l'OTAN, on n'en serait plus là. Ça, c'est une certitude. Mais il continue à pousser l'OTAN, à pousser les pays membres de l'OTAN à rentrer de plein pied dans cette guerre, à s'immiscer même dans cette guerre, à s'ingérer directement dans cette guerre qui, comme vous le savez, peut dégénérer à une confrontation certainement nucléaire. Encore qu'il y a 2 jours, dans la nuit d'hier, je crois, l'armée ukrainienne, selon certaines sources, a tiré un obus sur le territoire polonais, ce qui aurait pu dégénérer en clash entre les forces de l'OTAN et les forces de l'OTAN stationnées en Pologne et les forces russes. Heureusement que les premiers éléments d'enquête démontrent que c'est l'armée ukrainienne qui a tiré un obus sur le territoire polonais. Pour quelles raisons? Naturellement, puisque Zelensky joue au chef de guerre. Il joue au chef de guerre, donc il veut absolument sa guerre. Or, quand même Zelensky aurait cette guerre, je ne pense pas que l'Ukraine sortirait entière contre la Russie, quel que soit le soutien de l'Ukraine. Maintenant, il faudrait donc que ceux qui le soutiennent lui rappellent que lui-même que l'Europe n'a rien à gagner dans une confrontation majeure face à la Russie. Mais alors qu'il arrête aussi que les Occidentaux arrêtent aussi de lui apporter ce soutien qu'il lui apporte en matériel militaire, en logistique et en hommes. Sinon, il va continuer et tant qu'il aura ce soutien, il ne pourra pas facilement se résoudre à s'engager sur la voie de la négociation. Et je crois d'ailleurs que c'est l'une des raisons pour lesquelles que Vladimir Poutine comprend très bien, et c'est pour ça qu'il met un bémol, il veut les pousser à bout pour qu'au moment de négocier, qu'ils soient effectivement en position de force. Parce que la victoire que vous enregistrez de l'armée ukrainienne à Kherson n'est pas significative. La Russie peut reprendre Kherson quand elle voudra. Mais maintenant, comme on est dans un conflit qui peut dégénérer
en guerre mondiale, je pense que les autorités, la Russie est en train d'observer, continue à observer. Pendant ce temps, Zelensky et ses amis de l'OTAN continuent à pousser, à pousser, à pousser. Parce que vous imaginez à cet instant que si la Pologne s'engageait dans un conflit hier, ce matin, je pense que le monde allait se réveiller avec beaucoup de larmes aux yeux. Et qui a organisé, c'est Zelensky qui a tiré, c'est l'armée de Zelensky qui a tiré un obus sur le territoire polonais en faisant croire que c'est l'armée russe. Vous comprenez? Donc je crois simplement que là où nous en sommes, il y aura une évolution. En tout cas, Zelensky est obligé de négocier. Il est obligé de négocier. Et je pense que ses soutiens souffrent d'ailleurs plus que lui-même, autant que lui-même, puisque voilà l'hiver qui arrive à grands pas. Il y a une crise énergétique majeure en Europe aujourd'hui. Et ce n'est que la solution pour avoir l'énergie en Europe, c'est la Russie. Il faut attendre peut-être 5 ans ou 4 ans avant que la France vienne piller toutes nos ressources, tout notre gaz et tout notre pétrole au Cameroun et ici en Afrique pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc, je pense que même l'Europe, les pays membres de l'OTAN ont intérêt à mettre un terme à cette guerre. Voilà donc du côté du téléphone, nous l'avons annoncé, Christian Tchunke Dudede, qui est spécialiste en gouvernance et puis des relations internationales. Monsieur, bonjour. Bonjour, bonjour aux panélistes, bonjour aux auditeurs. Bonjour. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Merci justement, ce fut un moment à cause notamment de votre calendrier assez chargé. Alors le sommet du G20 ouvre ses portes hier du côté de Bali en Indonésie avec comme axe majeur le conflit russo-ukrainien et notamment une des sanctions qui devaient être prises à l'encontre notamment de la Russie pour son invasion selon bien sûr les autres membres qui y sont. Mais seulement on a comme sorte de revirement de situation la France qui a toujours été en avant de ce conflit en donnant son soutien non seulement à l'OTAN mais également aussi à l'Ukraine. Cette France aujourd'hui se rapproche notamment de la Chine. Xi Jinping a reçu notamment une demande d'aide de la part de Macron qu'il fasse revenir Poutine sur la table des négociations, certainement pour trouver de la calmie. Vous qui êtes spécialiste des relations internationales, comment peut-on comprendre cette question? Oui, nous ne cesserons de dire qu'un conflit, c'est un rapport de force, tout comme la politique. Donc, aujourd'hui, le discours occidental commence à baisser d'un ton et les stratégies commencent à démontrer leur inefficacité. Aujourd'hui, le sommet du G20 ne pouvait plus se prononcer sur une sanction que la Russie n'a pas encore subie. Aujourd'hui, l'OTAN et ses alliés ont épuisé les sanctions à l'endroit de la Russie, mais malheureusement, ça n'a pas poussé la Russie à baisser dans l'atteinte de ses objectifs. Et c'est à bon droit que Macron, qui était le chantre, parce que ce conflit étant sur le territoire européen, qui était le chantre de l'OTAN en Europe, baisse d'un ton. Et il baisse d'un ton parce qu'il n'y a pas d'issue. Avec l'hiver qui s'annonce, l'Europe se retrouve entre le marteau et l'enclume. Et la seule issue, c'est celle-là qu'il est en train de vouloir emprunter en invitant la Chine, qui est un allié stratégique, qui est un allié logistique, qui est un allié culturel de la Russie dans ce combat. Parce que souvenons-nous, la guerre en Russie n'est pas seulement une guerre militaire ou alors une guerre économique, c'est aussi un affrontement au niveau des civilisations, comme le précisait Samuel Huntington. C'est la lutte contre la culture occidentale qui a tendance à s'imposer à tout le monde. Donc au jour d'aujourd'hui, la Russie a tenu contre l'OTAN et ses sanctions et continue à mener sa vie interne comme si de rien n'était. Et pendant ce temps, le peuple ukrainien, le peuple européen souffre des effets indirects et parfois directs de ce conflit. La France et l'Europe n'ont pas de choix que de chercher la voie de la négociation avec la Russie.
négociations avec la Russie, il y a quand même tout de même un point qui est à souligner. Vous avez également, comme nous, été au peigne fin du sommet de Paris sur la paix, où le président de la Guinée-Bissau, le président de la CEDEAO, Omaro Sissoko Embalo, avait été invité. Dans son discours, il parlait notamment de l'interventionnisme de la partie nord, au niveau du sud notamment, de ces différents impérialismes réalisés par les pays de l'Occident ainsi que leurs partenaires sur le continent africain, et principalement de ce conflit russo-ukrainien qui semblait être notamment le point focal, alors qu'il y avait d'autres problèmes. Par ailleurs, le cas notamment de la crise du terrorisme dans le Sahel. Il disait qu'il ne fallait pas s'y attarder, il était question de pouvoir apporter une solution très rapide et que Macron, lui, devait jouer son rôle, puisque un message lui avait été transmis de la part de Vladimir Poutine. Pensez-vous donc aujourd'hui que Emmanuel Macron fuit ses responsabilités, je préfère pour dire cela ainsi, à lui il a été demandé qu'il puisse aller vers ramener certainement la calmie, mais il préfère plutôt prendre appui sur Xi Jinping. Est-ce que c'est aussi une forme de stratégie pour apporter la paix entre les deux États, ou tout simplement lui-même ne fera-t-il pas qu'il puisse encore aller à la rencontre notamment de Zelensky d'une part et puis de Vladimir Poutine d'autre part? Oui, la France est dans une dynamique de, comment je vais dire, la France est désormais dans ce processus de négociation. Souvenez-vous, malgré la retenue que la France a eu à faire dans la qualification verbale de ce qui se passait en Ukraine, l'Europe a pris une position linguistique très sévère dans le qualificatif de l'intervention russe en Ukraine. Et aujourd'hui, donc, il devient difficile pour Macron, compte tenu de la position de l'Europe, d'aller directement vers des pourparlers avec Poutine. Bien que de façon manifeste, Poutine soit prédisposé au regard de ce qu'il aurait confié au président de la Guinée-Bissau. Des salutations à son ami Macron et autres. Macron se retrouve déjà diminué d'aller à l'encontre de la posture européenne globale, qui était une posture de confrontation directe avec la Russie, qui était une posture de répression de la Russie sur tous les fronts. Parce que l'Europe, qui était dirigée par Emmanuel Macron, était le premier bloc à imposer des sanctions à la Russie. Mais quelles sanctions sont aujourd'hui en train de tourner en défaveur du bloc européen? Donc il y a une question de morale bas, si on peut dire ainsi. Le président Emmanuel Macron n'a pas le moral nécessaire et parfois même n'a pas d'argument nécessaire pour encore aller servir d'intermédiaire entre la Russie et l'Europe, dont il a présidé tous les sommets qui ont infligé les sanctions qui pénalisent le monde entier aujourd'hui. Et c'est pour cela que la seule alternative, c'est de trouver un adjuvant stratégique dans le bloc d'Est, parmi les alliés de la Russie, et le seul allié de poids, le seul allié de taille, qui est inscrit dans une dynamique économique, dans une dynamique géopolitique et géostratégique complémentaire avec la Russie, c'est la Chine. Donc Emmanuel Macron, on pouvait dire dans notre langage, a honte de rentrer parce que au début, dans le discours, dans les narratifs, il y avait des préalables pour une négociation. Il faut que la Russie fasse ci, ça, avec Zelensky également qui disait qu'il n'y aura plus de négociation. Ils ont même encouragé Zelensky à inscrire dans sa constitution une négociation tant que Poutine est chef d'État. Voilà un élément qui crée le blocus et qui met Emmanuel Macron dans une situation très inconfortable pour engager un pourparler de négociation avec la Russie. Parce qu'au moment où Zelensky entreprenait ce détail, si ses soutiens européens et le temps lui avaient dit de mettre un peu de bémol dans ses décisions, parce qu'aujourd'hui, négocier ira à l'encontre des dispositions constitutionnelles de l'Ukraine. Ça veut dire donc que l'Ukraine, en tout cas, les portes de l'OTAN, est en train de mettre un blocus constitutionnel à toute négociation avec Poutine. Voilà la situation dans l'embarras qui tourne autour de Emmanuel Macron, et donc il ne peut faire recours, ou bien il ne peut agir de façon interposée
passant par le président chinois. Merci, vous allez garder la ligne, Christian Emechonke, le temps de relancer le doyen directeur de publication qui est avec nous. La posture d'Emmanuel Macron démontre donc à suffisance que la tête est baissée. Il n'y a plus une possibilité pour lui de pouvoir avancer, comme le soulignait notre spécialiste tout à l'heure. La Chine se présente comme le meilleur allié pour pouvoir apporter cette négociation de la paix. Maintenant, pensez-vous pas que la procédure, peut-être que pourra engager le président Xi Jinping face à Vladimir Poutine, il pourrait être demandé à Emmanuel Macron peut-être de revenir aux avant-postes, lui qui a été l'un des incitateurs. Et si c'est le cas, comment est-ce qu'on peut entrevoir ce scénario? Est-ce que Macron va-t-il rester dans sa position honteuse ou bien il va falloir clairement qu'il assume le rôle qu'il a eu précédemment, celui d'instiguer, et puis aujourd'hui qu'il faille apporter justement le calme de la paix? Oui, vous savez, le président Macron, Macron ne peut pas se maintenir dans sa position initiale parce que c'est un échec pour eux. C'est un échec pour eux parce que l'évolution du conflit, de la crise sur le terrain démontre à suffire que malgré le soutien apporté à l'Ukraine, ils n'ont pas pu atteindre leurs objectifs qui en fait visaient à créer une confrontation majeure face à la Russie. Et la Russie a fait preuve de beaucoup de retenue pour ne pas en arriver là. Je vous disais tout à l'heure que l'armée ukrainienne a même tiré un missile sur le territoire polonais hier, espérant provoquer une réponse directe immédiate de l'OTAN contre la Russie. Vous comprenez donc que Macron, Zelensky, c'est même tabac, même pipe. C'est-à-dire que c'est des gens qui vivent dans une certaine bulle, et qui sont convaincus que la raison est de leur côté, ou alors que la science est de leur côté, et que l'intelligence est de leur côté. Et aujourd'hui, malheureusement, Macron, qui a été le VRP de cette crise du côté de l'OTAN, aujourd'hui se rend compte a pris conscience de l'échec. Et ayant pris conscience de l'échec, il ne peut plus, il a pratiquement honte d'affronter directement le président Vladimir Poutine, puisqu'il sait, il se connaît très bien. Il sait bien que dans un échange direct, il n'aura pas d'argument pour pouvoir faire fléchir le président russe. Donc, Macron est donc obligé de chercher, de se réfugier, ou alors de s'esquiver pour se réfugier maintenant derrière le président chinois Xi Jinping, qui par contre, depuis le début du conflit, a clairement donné sa position. Il a même demandé à l'OTAN de ne pas s'immiscer dans une affaire qui ne concerne pas un pays membre de l'OTAN. Je crois qu'il a fait des déclarations dans ce sens. Malheureusement, l'enthousiasme de Macron était tel qu'il voulait contenter l'opinion française, démontrer la puissance militaire de la France. Voilà pourquoi l'une des raisons pour lesquelles il s'est jeté corps et âme dans cette histoire. Qu'est-ce qui va donc se passer maintenant? On attend voir, parce qu'en réalité, c'est le président chinois qui tient maintenant les ficelles. Parce qu'il a une proximité réelle avec le président russe. Mais est-ce que Macron et Zelensky sont donc prêts à faire profil bas pour effectivement ouvrir des négociations ou alors accepter des négociations, puisque la déclaration de Zelensky, lorsqu'il parle du G19, c'est toujours une forme de fuite en avant. Et donc je pense que dans sa tête, il vit une espèce de film. Je ne sais pas si c'est un film d'horreur ou bien un film de... Je ne sais pas quel genre de film ce monsieur-là est en train de vivre. En fait, bref, il est dans une bulle. Maintenant que nous en sommes là, je pense simplement que le président chinois, qui a d'ailleurs souvent souhaité que les négociations soient ouvertes, va jouer son jeu, mais en face, qui sera l'interlocuteur capable c'est du côté de l'OTAN, parce que l'OTAN officiellement n'est pas dans l'affaire. Macron sera donc obligé de continuer à jouer et à continuer à jouer le rôle de l'interlocuteur de la Russie, donc du coup, bref, des pays de l'OTAN, parce que même si ce n'est pas formel, mais on sait que c'est l'OTAN qui finance et qui combat aux côtés de l'Ukraine. Donc je pense qu'on va se retrouver dans une posture qui, de toutes les façons,
oblige les pays membres de l'Union européenne à négocier sinon, d'ici 3 mois, on ne sait pas ce qui leur arrivera avec l'hiver qui s'annonce. Christian Emechonke, on demande à Vladimir Poutine, du moins à la Russie, de venir sur la table des négociations. On souligne cela avec les publications tout à l'heure. Il n'a pas été demandé, du moins sur le plan officiel, à Zelensky et à Kiev de venir également parlementer, mais toujours est-il que bien avant, selon certaines sources bien introduites, le département d'État américain, du moins dans la coopération internationale, avait demandé à l'Ukraine de commencer à revoir sa position, celle notamment des épaules assez au-dessus, pour faire profil bas, afin de revenir et de chercher à discuter avec la Russie, puisqu'au départ, Zelensky disait qu'il ne pourra aucunement engager des négociations tant que Poutine est toujours président. Et récemment, il y a quelques jours de cela, un des leaders d'un parti politique en France, des Patriotes, je me souviens, devait être peut-être Antoine Pivot, quelque chose par là, demandait clairement sur la tribune en France que Zelensky quitte sa position, notamment condescendante, qu'il fasse profil bas, revienne discuter, parce que sinon, l'Europe souffre énormément, la France est en train de souffrir, elle qui est au premier poste pour soutenir justement cette Ukraine. Quel scénario peut-on avoir à ce propos? Oui, monsieur Noah, je veux vous rappeler que au début de cette crise, lors d'une de nos émissions, je rappelais là que la Russie était inscrite dans une dynamique de déstabilisation du monopole occidental porté par les États-Unis. Et en Europe, les pays européens les plus avancés, tels que la France et l'Allemagne, n'ont pas voulu utiliser la puissance que ces pays disposaient là pour pouvoir conduire l'Europe vers ses intérêts réels. Et les États-Unis ont trouvé un bouc émissaire qui est l'Ukraine et un serviteur patrimonial qui est Zelensky, qui devait porter à la fois un enjeu manifeste qui est présenté comme la protection de l'OTAN et de l'Europe, et surtout un enjeu manifeste caché et mesquin des États-Unis, qui était celui d'affaiblir l'Europe économiquement et repositionner les États-Unis, l'économie américaine, au piédestal, tout en faisant ombrage à l'émergence économique de la Chine et des autres pays de l'Est. Voilà le complot caché que les Européens ne voyaient pas dans la guerre en Ukraine. Et c'est pour cela que, sous la pression des États-Unis, les pays européens sont mis à prendre des sanctions, sans même prendre le temps d'analyser les impacts stratégiques de ces sanctions-là sur les Européens et sur l'économie européenne. Aujourd'hui, j'ai l'impression que l'Europe a compris, avec l'hiver qui avance, qu'ils avaient tout intérêt à composer avec la Russie. Sinon, ils devaient économiquement payer le prix le plus fort en cherchant ce qu'ils ont refusé d'obtenir de la Russie qui est plus proche, aux États-Unis qui est très éloigné et qui a des velléités impérialistes sur l'Europe. Donc, au jour d'aujourd'hui, l'Europe se rend compte que cette guerre ne leur a apporté rien. Parce que l'Ukraine soit membre de l'OTAN ou pas, la finalité d'une nation, c'est de pouvoir construire une santé économique permettant au peuple d'avoir un mieux-être et un mieux vivre. Et la guerre en Ukraine est venue battre en brèche cet objectif-là. Et la France, chef de file de l'Europe aujourd'hui, est obligée de faire volte-face malgré la honte. C'est pas gratuit qu'on a interpellé Zelensky de baisser d'un ton. Mais malheureusement, Zelensky étant également pouvoiriste, impérialiste, au regard des promesses qu'on lui a faites au moment où le bloc occidental l'imposait à la tête de l'Ukraine. Parce qu'il faut comprendre que c'est d'où vient le problème.
C'est d'où vient le problème. L'Europe, en imposant Zelensky, savait qu'il devait s'imposer, il devait utiliser Zelensky pour refaire le schéma géoéconomique en Europe. Mais sans compter sur la résilience de la Russie et de ses alliés. Et au jour d'aujourd'hui, seul un allié réel, comme l'a dit mon co-panéliste, de la Russie, peut permettre à la Russie de revenir à la table de négociation et effectivement, avec toute la honte, l'OTAN et ses alliés doivent changer le logiciel de Zelensky, changer son discours et réadapter un discours de gouvernance, de négociation pour qu'il y ait la paix dans cette zone. Parce que la Russie a démontré toutes les manigances que l'Ukraine et son allié américain surtout, et britannique, ont eu à faire pour faire dégénérer la situation et mettre l'Europe à feu et à flamme. Parce que si la Russie n'était pas pondérée, on aurait déjà vécu une troisième guerre mondiale. Mais les enjeux de la Russie n'étant pas de faire la guerre, la Russie a voulu faire prévaloir son intention de se protéger militairement, stratégiquement. Avant, peut-être pour une dernière, avant de vous laisser partir, Christian Mechunke, au regard de votre calendrier, on a évoqué tout à l'heure le temps utilisé par Volodymyr Zelensky, invité donc par vidéoconférence lors de l'ouverture de ce sommet du G20 à Bali. Il parle d'un G19 pour exclure notamment la Russie, et puis par la même occasion, il y a que, on voudrait que dans l'ensemble, notamment des membres qui prennent part au G20, qu'il y ait des sanctions à l'endroit de la Russie, peut-être excepté des pays comme la Chine, l'Indonésie, qui ne s'est pas encore prononcé, du moins qui ne prend même pas parti pour ce cas-là, et puis d'autres pays. Dans ce cas, quel pourrait donc être notamment le futur égard qui pourrait être apporté, dans la mesure où, ici, parallèlement, Macron demande à ce que Xi Jinping fasse venir Poutine sur la table de négociation, alors que cette même Russie, on voudrait notamment la sanctionner davantage. Mais effectivement, c'est le point de départ d'un potentiel volte-face même au niveau du G20. Rassurez-vous, la présidente de la Commission de l'Union européenne, dans son discours, demandait aux membres du G20 de ne pas laisser les divergences détruire le groupe. Voilà le propos qu'elle a tenu. Effectivement, la position des membres du G20 envers l'Ukraine est mitigée. Et si les uns persistent, les autres vont résister et on risque d'aboutir à une sérieuse crise au sein du G20. Et c'est pour cela que c'est fort de cette position campée que le président Macron, voyant les tendances, appelle donc le chef de file de ceux qui sont contre les sanctions et qui ont été toujours contre les sanctions, notamment Xi Jinping de la Chine, qui l'invite à ramener la Russie à la table de la négociation pour que la décision de sanctionner la Chine par le G20 ne mette pas en mal les objectifs du G20. Donc la crise ukrainienne est en train de mettre la gouvernance mondiale face à des faits accomplis. Dans la mesure où il y avait cette unipolarité, je vais dire même agressive, des États-Unis dans le monde. Et au jour d'aujourd'hui, cette unipolarité-là est en train de perdre petit à petit les ailes, parce que cette unipolarité sur la bannière de l'OTAN ne protégeait pas les intérêts de tous les pays membres de l'OTAN. Je me permets de le dire, M. Noir, protéger exclusivement et prioritairement les intérêts économiques, stratégiques et militaires des États-Unis d'Amérique. Je vais encore vous faire comprendre un fait pour dire que ce projet, ce n'est pas un projet spontané, c'est un projet qui est lointain parce que, souvenez-vous du Brexit.
qui a poussé la Grande-Bretagne à sortir de l'euro. Parce que les pays anglo-saxons européens ne voulaient pas être dans l'Europe au moment de sa dislocation. Donc, une analyse poussée nous permet de conclure que les États-Unis, avec les alliés britanniques, avaient prévu de mettre l'économie européenne à genoux. Et pour le faire, les États-Unis ne pouvaient pas mettre l'économie européenne à genoux lorsque la Grande-Bretagne faisait encore partie de cette économie. C'est pour cela qu'on a eu toutes les manigances, tout le balai autour du Brexit. Et il fallait donc que la Grande-Bretagne sorte de l'Europe pour que les États-Unis utilisent le temps pour affaiblir l'euro. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Avec le sabotage du gazoduc Nord Stream, des gazoducs Nord Stream, nous comprenons donc que les États-Unis cherchaient un moyen de réimposer un autre plan Marshall à l'Europe, le plan économique, pour se repositionner économiquement et faire face à la Chine et ses alliés. Et c'est pour cela que Michel Macron est sorti de son sommet, permettez-moi de le dire, revoit donc ces enjeux latents de ces alliés d'hier et cherche une solution qui sera moins de casse à l'Union européenne. Et c'est curieux parce que c'est lui qui tient ce discours-là. Les autres membres de l'Union européenne n'ont pas tendance à voir ces enjeux latents des États-Unis. Et rassurez-vous, cette position, si elle évolue, verra la dislocation. C'est de façon prospective que je le dis, la dislocation de l'OTAN, et les premiers pays à sortir de l'OTAN en Europe seront la France et l'Allemagne. Parce que voilà les pays qui subissent de plein fouet les dégâts de cette crise, de cette guerre en Ukraine. Voilà, merci à vous, Christian Aimé Tchonke Djedeu. On rappelle que vous êtes spécialiste de gouvernance et puis les relations internationales. Vous avez été avec nous au téléphone pour nous apporter donc des éclairages. Je vous souhaite de passer une excellente journée en espérant de vous avoir prochainement sur nos antennes. Merci bien et c'est toujours un plaisir et autant que faire se peut, je répondrai toujours présent à vos sollicitations. Merci, bonne journée à vous. Alors, DPNO va continuer pour sortir. On a encore une dizaine de minutes. Quand on a écouté l'analyse que vient de mettre sur pied Christian Aimé Tchonke dans sa posture de spécialiste, on comprend clairement que les États-Unis ont joué à contre-pied les pays européens et aujourd'hui, il était question davantage de pouvoir assumer une toute puissance mondiale impérialiste, comme le soulignait hier tout simplement Charlie Kenyé, qui est également géostratège, afin de pouvoir s'adjuger la première place mondiale, eu égard des pays comme la Chine, dont l'expansionnisme en Afrique pose problème aux États-Unis, mais également aussi de la Russie, qui se positionne également comme le véritable adversaire, même si les médias mainstream disent que c'est la Chine qui est le premier adversaire des États-Unis. Voilà, Christian a dit des choses très pertinentes. En fait, nous assistons là à la modélisation de l'ordre mondial. Je crois que aussi bien l'OTAN que le G20 sont dans une phase assez critique en ce moment, parce que la plupart des membres commencent à découvrir que ces institutions sont plutôt à la solde d'une seule puissance, c'est-à-dire les États-Unis. Or, il y a des pays comme l'Allemagne qui commencent à se fatiguer de l'influence américaine en Europe, dans le cadre de l'OTAN, dont l'existence même n'est plus justifiée, dans la mesure où la guerre froide n'existe plus, mais l'OTAN continue les États continuent à dicter la loi à l'Europe occidentale à travers l'OTAN. Maintenant, s'agissant par exemple du G20, vous verrez qu'à côté du G20, il y a les BRICS qui sont en train de monter et qui représentent un énorme marché. Donc, peut se passer les mêmes membres de l'OTAN, c'est les mêmes membres, les mêmes pays membres de l'OTAN sont également les pays membres des BRICS. Et quand vous avez un pays comme le Brésil, le Venezuela, la Russie, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, avec tous ceux qui sont en train de frapper à la porte, vous conviendrez avec moi que c'est
c'est mieux que ces pays-là, au lieu d'être inféodés à la toute-puissance américaine, essaient de trouver leur voie. Je crois que c'est cette tendance-là, c'est vers cette tendance-là que nous sommes en train de cheminer en réalité. Donc ne soyez pas surpris qu'au terme de ce G20, que les conséquences de l'actuelle guerre en Ukraine se fassent ressentir par rapport même à l'avenir de ce mouvement. Parce que vous verrez que la Chine, qui se positionne comme l'une des premières puissances du G20, ne se fera pas marcher dessus par les États-Unis, quitte à ce qu'il y ait un affrontement entre les deux, sur le plan commercial, par exemple. L'Indonésie même, aussi, ne se laisse pas trop piétiner. Donc, il y a déjà le bloc occidental peut venir uni, et l'autre bloc, et les autres blocs aussi seront unis, mais chacun risque de choisir sa voie le moment venu. Et surtout qu'aujourd'hui, sur le plan économique, le BRICS est une opportunité pour certains pays membres non européens. Et ça va se jouer extrêmement serré, mais ce qui est certain, c'est la vieille Europe qui va payer les frais de toutes ces confrontations que nous assistons aussi bien dans le cadre de l'OTAN que dans le cadre du G20. Alors, Vladimir Poutine, qui n'est pas venu prendre part justement aux réunions, j'ai eu à écouter un reportage réalisé donc par un média africain, dont je vais forcément taire le nom ici. On disait le président russe n'est pas venu parce que il a laissé à Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, de prendre des coups. Pourquoi prendre des coups? Parce que la Russie, on a voulu l'isoler et il est clair que lors du récent sommet du G20, au mois de juillet 2022, Sergueï Lavrov est parti pas content notamment de la manigance qu'il était en train de vouloir faire les autres pays membres du G20. Vous savez, ce qu'il faut retenir au niveau de la grande administration russe, c'est qu'il y a une complémentarité extrême entre tous les responsables. Quand vous prenez Sergueï Lavrov, vous prenez Vladimir Poutine, vous prenez le président de la Douma, vous prenez la jeune dame qui est porte-parole, je crois, de la présidence. Il y a même un autre là qui... Vous voyez que c'est les gens qui travaillent pratiquement en synergie. Lavrov, c'est un vieux diplomate. Et il a l'habitude de ce genre de confrontation. Donc je pense que Vladimir Poutine n'a pas voulu s'y rendre pour des raisons stratégiques et a préféré donc envoyer Lavrov. Et Lavrov a joué son rôle, il jouera son rôle, ça c'est certain. Les médias occidentaux ont même fait croire qu'il est tombé malade, ce qui est faux parce que la désinformation est une pratique courante à ce niveau de la géopolitique mondiale. Maintenant, est-ce que la présence, l'absence de Poutine, c'est toute une symbolique? Il aurait bien pu s'y rendre, mais il a refusé d'y aller parce qu'il ne veut pas partir à la même table avec ces gens dont il ne comprend plus les motivations. Je pense que c'est un peu c'est le message qu'il voulait transmettre. Bon, Zelensky lui dira qu'il ne va pas partir parce que son pays a agressé, encore qu'il allait y aller, puis est-ce qu'il est membre du G20? Je ne pense pas. Donc, la situation actuelle, le contexte actuel dans lequel se tient ce sommet est un contexte de tension. Ça, c'est déjà une évidence. C'est un contexte de tension et c'est un contexte qui permet justement à un stratège comme Vladimir Poutine de pousser ses pions à travers sa diplomatie. Et rassurez-vous, à l'issue, j'ai fait une projection. À l'issue de ce sommet, j'ai juste une certitude. Aucune résolution ne pourra facilement être prise à charge contre la Russie. Sinon, le G20 va exploser. Peut-être pour sortir en dernier note, on a vu le président Macky Sall qui présentait l'Afrique. Oui. On a eu, pour nous autres, un mal de considérer l'Afrique comme la 8e puissance mondiale, un continent parmi, alors qu'il y a des pays, mais un continent qui détient pratiquement près de 80% de la richesse mondiale, être considéré comme la 8e puissance mondiale et être invité à ce rendez-vous. Qu'est-ce qu'on pourrait bien comprendre de cette présence du président de l'Union africaine? Non, disons que les Africains font preuve d'une irresponsabilité extrêmement criarde.
Ce matin, j'écoutais un analyste japonais qui expliquait, qui mettait un peu en relief ce paradoxe qui est celui de l'Afrique. Tous les continents, tous les grandes puissances viennent puiser en Afrique pour se développer. Mais paradoxalement, l'Afrique reste pauvre. Ça signifie que c'est les Africains qui sont le pauvre, c'est les dirigeants africains qui ont un problème. C'est-à-dire, ils n'ont pas la volonté, ils n'ont pas de vision politique, n'ont pas d'épaisseur idéologique pour pouvoir développer notre continent. Lorsque Macky Sall est invité, il parlera de quoi là-bas. Il ne peut pas demander, exiger aux transnationales d'améliorer les conditions de coopération avec l'Afrique. Or, c'est à ce niveau-là que tout se joue. Tant que nous allons continuer à alimenter l'industrie occidentale, en oubliant, au lieu de transformer nos produits sur place, nous demeurerons pauvres. Or, on peut, vous avez vu un petit pays comme le Botswana qui a décidé de transformer tout son diamant sur place. Aujourd'hui, le Botswana a le même niveau de vie que le Portugal. C'est un exemple en Afrique. Simplement parce qu'ils ont décidé de transformer un seul produit, le diamant qu'ils produisent, on le transforme désormais en produit fini sur place. On n'exporte plus ça en brut. Imaginez dans des pays comme le Cameroun qui exporte le bois depuis des siècles. Qui exporte le bois en brut. Si on arrivait à transformer seulement le bois, ce serait une niche de développement qu'on ne peut pas imaginer. C'est vrai que le franc CFA pose problème, mais quand même, nous avons beaucoup de ressources naturelles, mais aucune ressource n'est transformée localement. La richesse, on parle de la richesse, l'Afrique est donc condamnée à être pauvre pour alimenter les économies occidentales des pays dits développés. Parce que c'est en fait ces matières premières-là qui créent des emplois en Europe. Lorsque vous achetez un kilo de café au Cameroun, je ne sais pas, à 500 francs CFA, transformer le même kilo de café vous coûte 25 000 francs CFA. Mais au Cameroun, on l'achète au cultivateur à 300 ou 500 francs CFA, vous comprenez. Donc, nous avons un problème de leadership, nous avons un problème de vision, ou alors de vision, de leadership dans de vision de manière globale. Nos dirigeants ne sont pas à la hauteur, On espère que il y a quand même des pays qui vont se détacher. Il y a certains pays qui sont sur la voie de se détacher de cette chape de pauvreté mentale là. Mais pour le moment, la réalité est triste, mais elle est là, elle est implacable. L'Afrique ne peut pas se développer s'il n'y a pas une industrie de transformation sur place. Je me laisse moi-même parler des faits qui sont têtus, tant qu'ils sont là et qu'ils présentent leur pertinence, on ne peut rien. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de ce rendez-vous, de votre vicomte. Depuis, merci d'avoir été des nôtres une fois de plus. Merci Florent et surtout merci à nos téléspectateurs et téléauditeurs. J'espère que rendez-vous est pris avec eux pour la prochaine fois. Merci également à vos amis téléspectateurs et auditeurs de For You Media Africa sur nos plateformes toutes confondues. Nous avons également eu la participation de Christian M. Tchonke qui est spécialiste de gouvernance et des relations internationales. Au plaisir de vous retrouver prochainement sur les antennes pour un autre sujet qui concerne soit le continent ou encore la géopolitique mondiale. On remue l'actu, c'est juste derrière nous. Le monde bouge, l'Afrique aussi, figurez-vous que nous aussi. Au revoir. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde.